En novembre 2025, Rheinmetall annonce le rachat de Naval Vessels Lürssen, le plus grand groupe d'armement allemand entre dans la construction navale. Armin Paperger, PDG de Rheinmetall, déclare « Avec cette acquisition, nous créons un pivot stratégique allemand pour les bâtiments de guerre les plus modernes. » Un pivot stratégique allemand pour les bâtiments de guerre. La dernière fois que l'Allemagne a disposé d'un tel pivot stratégique, la marine marchande britannique a sombré dans l'Atlantique. Bienvenue dans une histoire que la Royal Navy a tenté d'oublier pendant 80 ans, l'histoire du Scharnhorst, et la raison pour laquelle les marins britanniques refusaient d'escorter des convois, après avoir vu ce dont ce navire était capable. 22 navires coulés ou capturés en seulement 60 jours, 115 622 tonnes de navires alliés gisant au fond des mers, 1519 morts en une seule journée, lorsque le Scharnhorst coula le HMS Glorious. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. Restez à l'écoute, car ce qui va suivre vous montrera pourquoi la marine la plus puissante du monde tremblait devant 2 cuirassés allemands. Permettez-moi de commencer par le 8 juin 1940, un jour considéré comme l'un des plus sombres dans l'histoire de la marine britannique, mais que presque personne ne connaît. Le HMS Glorious était un porte-avions, un fier navire de la Royal Navy. Il revenait de Norvège, participant à l'opération Alphabet, l'évacuation des troupes alliées. Il était escorté par 2 destroyers, le HMS Ardent et le HMS Acasta. Au total, environ 1500 hommes à bord de ces 3 navires. Peu avant 16 heures, un guetteur à bord du Scharnhorst aperçoit de la fumée à l'horizon, puis le mât d'un navire, distance 46 km. Le Scharnhorst et son sister ship, le Gneisenau, font demi-tour. À bord du Glorious, c'est le chaos. Aucun avion de combat n'est en l'air. Aucun appareil n'est prêt au décollage sur le pont. Il n'y a même pas de guetteur dans la une, le 2. Capitaine avait interrompu les opérations aériennes. Pourquoi? Nous ne le savons toujours pas à ce jour. Les archives sont classifiées jusqu'en 2041. À 16h32, le Scharnhorst ouvre le feu. Ses canons de 28 cm tonnent au-dessus de la mer, à la 3e salve. Il touche sa cible. Distance 24 000 mètres. Un impact sur le pont d'envol. L'obus explose dans le hangar supérieur et met le feu aux avions. Le Glorious est hors de combat, avant même d'avoir pu riposter. Les destroyers ardents et Acasta tentent désespérément de sauver le Glorious. Ils déploient des écrans de fumée. Ils tirent avec leurs petits canons sur les gigantesques cuirassés allemands. C'était comme les aboiements d'un chien contre un lion. À 17h20, l'Ardent coule. 152 morts. L'Acasta continue de se battre. Dans une dernière attaque désespérée, il lance ses torpilles. L'une d'elles atteint sa cible. Elle ouvre une brèche énorme sous la tourelle arrière du Scharnhorst. Un réservoir de carburant est détruit. 48. Marins allemands meurent, mais ce n'est pas suffisant. À 18h20, l'Acasta coule. 160 morts. Le Glorious n'est déjà plus qu'une épave en flammes. Il coule à 18h10. 1207 hommes disparaissent avec lui. Au total, 1519 morts. La pire perte de la Royal Navy de toute la Seconde Guerre mondiale. Mais voici le plus choquant. Le Scharnhorst et le Gneisenau ne sauvent aucun survivant. Ils font demi-tour et disparaissent. La Royal Navy n'est au courant de rien. Ce n'est que lorsque la radio allemande l'annonce que Londres apprend la catastrophe. Les survivants dérivent pendant 2 jours dans l'Atlantique Nord glacial. Sur environ 900 hommes ayant quitté le Glorious, seuls 40 sont sauvés. 40 sur 900. C'est un taux de survie de moins de 5%. La Royal Navy n'a pas seulement perdu 3 navires, elle a perdu la confiance de ses marins. Après le naufrage du Glorious, quelque chose a changé au sein de la marine britannique. La peur des cuirassés allemands, car le Scharnhorst et le
Le Gneisenau n'était pas n'importe quel navire. Ils étaient rapides, jusqu'à 31 nœuds. Plus rapides que tout cuirassé britannique. Ils étaient lourdement armés. 9 canons de 28 cm dans la batterie principale. 12 canons de 15 cm comme armement secondaire. Et ils étaient bien blindés. 350 mm de blindage de ceinture. Ils pouvaient combattre un cuirassé britannique. Et ils pouvaient lui échapper. Si cela devenait trop dangereux, c'était le problème. La Royal Navy ne pouvait pas les chasser, elle ne pouvait que les craindre et attendre qu'ils frappent à nouveau. La prochaine fois, c'est en janvier 1941. Opération Berlin. Le raid le plus réussi de la flotte de surface allemande de toute la guerre. Le 22 janvier 1941, le Scharnhorst et le Gneisenau quittent le port. Leur commandant, le vice-amiral Günther Lutyens, un homme que nous retrouverons plus tard, avec le Bismarck. Mais c'est une autre histoire. Lutyens avait des ordres clairs, couler les navires. Marchands alliés, ne pas attaquer les convois escortés par des cuirassés, éviter la confrontation directe avec des forces supérieures. C'était une chasse aux faibles, et les faibles étaient nombreux. Le 8 février 1941, les navires allemands aperçoivent le convoi HX-106, une cible facile, des dizaines de navires marchands, remplis de ravitaillements pour la Grande-Bretagne. Mais ils repèrent alors l'escorte, le HMS Ramillies, un vieux cuirassé de la Première Guerre mondiale, lent, dépassé, mais armé de canons de 38 cm. Lutyens interrompt l'attaque. Il suit ses ordres. Pas de confrontation avec des cuirassés. Mais le Ramillies ne pouvait pas être partout. Les Allemands continuent de chercher. Le 22 février, ils trouvent ce qu'ils cherchent. 1060 km à l'est de Terre-Neuve. Un convoi dispersé. Des navires marchands. Naviguant sans escorte. Seuls. Sans défense. C'était le secret de la tactique allemande. Les convois se dirigeant vers l'ouest étaient dispersés au milieu de l'Atlantique. Les navires continuaient seuls, sans protection. Le Scharnhorst et le Gneisenau se sont abattus sur eux, comme des loups sur un troupeau de moutons. Ce jour-là, il coule 5 navires, 25 784 tonnes de jauge brute. Mais ce n'était que le début. Les 15 et 16 mars 1941, c'est le point culminant de l'opération. Les cuirassés allemands tombent sur un autre convoi dispersé, au sud de Terre-Neuve. Pendant 2 jours, ils chassent les navires marchands éparpillés, le Scharnhorst. Un coule 6 navires, 35 080 tonnes. Le Gneisenau coule 7 navires et en capture 3 autres. 26 693 tonnes coulées, 139 tonnes capturées. En 2 jours, ils détruisent ou capturent 16 navires, 82 000 tonnes. Ce fut le plus grand massacre de navires marchands alliés par des bâtiments de surface de toute la guerre. Au total, l'opération Berlin dura 60 jours. Le Scharnhorst et le Gneisenau parcoururent près de 30 000 kilomètres. Une énorme distance. Ils coulèrent ou capturèrent 22 navires, soit 115 622 tonneaux de registre brut, un chiffre astronomique. Et ils s'en sortirent indemnes, sans une seule égratignure. Le 22 mars 1941, les 2 bâtiments de guerre entrèrent à Brest, en sécurité, dans un port ami. La Royal Navy ne pouvait rien faire, impuissante, mais laissez-moi vous montrer ce que la Royal Navy tentait de faire, et pourquoi cela a échoué, lamentablement. Après le naufrage du HMS Glorious et le succès de l'opération Berlin, l'amirauté changea de stratégie. Chaque convoi important devait être escorté par un cuirassé. Une nouvelle doctrine. Cela semble raisonnable, logique même. Mais ce fut un désastre, un véritable fiasco. La Royal Navy n'avait pas assez de cuirassés. Ses ressources étaient limitées. Elle n'avait pas assez de carburant. Le ravitaillement était un cauchemar. Elle n'avait pas assez d'équipage. Les hommes étaient fatigués et démoralisés, et les cuirassés manquaient alors ailleurs, dans d'autres théâtres d'opération. En Méditerranée, un point névralgique,
Dans le Pacifique, un océan immense. Lors de la chasse au Bismarck, une priorité absolue. Les bâtiments de guerre allemands immobilisaient les ressources britanniques, même lorsqu'ils étaient au port, une menace permanente. C'était la stratégie de la flotte en puissance. La simple existence était une arme. La simple existence du Scharnhorst et du Gneisenau obligeait la Royal Navy à affecter de précieuses unités à l'escorte des convois. Une absurdité. Et ici, nous arrivons à un point dont on parle peu. La face cachée de la guerre. Le moral des marins britanniques. Imaginez, vous êtes un marin britannique en 1941, l'année la plus noire. Vous savez que quelque part dans l'Atlantique rôdent 2 bâtiments de guerre allemands, des monstres d'acier. Vous savez que votre escorte est composée d'un vieux destroyer, usé jusqu'à la corde. Vous savez que vous n'avez aucune chance si les Allemands attaquent. Aucune. Que faites-vous? Vous priez. Vous priez pour que les Allemands ne viennent pas aujourd'hui. Pas maintenant. Vous priez pour que votre convoi soit trop insignifiant, sans valeur. Vous priez pour que le brouillard devienne plus épais, un voile protecteur. C'était la réalité pour des milliers de marins britanniques. Pendant des mois, la peur omniprésente, l'incertitude paralysante, l'attente de la mort imminente. L'amirauté tentait de dissimuler les pertes, de minimiser l'impact. Elle tentait de contrôler la peur, d'éviter la panique. Mais les rumeurs se répandaient, vite. Des histoires du HMS Glorious, un cauchemar, des histoires des convois coulés, des tragédies sans nom, des histoires d'hommes dérivant dans l'eau glacée et jamais sauvés, abandonnés à leur sort. Il y eut des cas où des marins refusèrent de partir en convoi, une mutinerie silencieuse, pas beaucoup. Non, mais suffisamment pour inquiéter l'amirauté, un signe avant-coureur. L'histoire officielle ne mentionne pas ces cas. Un tabou. Mais ils existaient, bien réels. La peur du Scharnhorst et du Gneisenau était réelle, très réelle. Une terreur palpable. Et voici quelque chose que l'histoire oublie souvent. Trop souvent. Les Allemands n'étaient pas invincibles. Une fausse idée. Ils étaient simplement meilleurs, supérieurs en tout point, mieux entraînés, une élite, mieux équipée. La fine pointe de la technologie, mieux commandée, des leaders charismatiques. Mais la Royal Navy apprit, tirant les leçons du passé. Elle apprit de ses erreurs. Les erreurs coûtent cher. Elle développa de nouvelles tactiques, plus audacieuses. Elle construisit de nouveaux navires, plus puissants. Et à la fin, elle gagna, après des années de souffrance. Mais le prix fut élevé. Un prix exorbitant, très élevé. Laissez-moi vous montrer comment l'histoire se termina, le dénouement tragique. Pour le Scharnhorst, pour le Gneisenau et pour les hommes qui servirent à bord, les vraies victimes de la guerre. En février 1942, les Allemands osèrent l'impossible. Un pari insensé, la percée du pas de Calais. L'opération Cerberus. Le Scharnhorst, le Gneisenau et le croiseur lourd Prinz Eugen devaient retourner de Brest en Allemagne. Un acte de défi, en traversant la Manche, juste devant la côte britannique, sous le nez de l'ennemi. La Royal Navy fut avertie. L'alerte était donnée. La RAF fut alertée. Mobilisation générale. Mais cela réussit. Incroyable mais vrai. Les 3 navires traversèrent la Manche de jour. Un affront. Ils furent attaqués. Harcelés. Par des avions. Un déluge de bombes. Par des torpilleurs. Des nuées d'insectes venimeux. Par tout ce que les Britanniques purent rassembler. Un effort désespéré, mais ils passèrent triomphalement. Le Scharnhorst fut touché 2 fois par des mines, mais il atteignit l'Allemagne, sain et sauf. Ce fut une humiliation pour la Grande-Bretagne, une gifle retentissante, l'une des plus grandes de la guerre, un traumatisme national. Le Times titra « Rien de comparable ne s'est produit depuis le XVIIe siècle ». Mais la percée du pas de Calais fut aussi la fin de la menace allemande dans l'Atlantique, la fin d'une époque. Les navires étaient maintenant en mer du Nord, emprisonnés, incapables d'agir.
Ils ne pouvaient plus chasser librement. Leur liberté était brisée. Le Gneisenau fut touché par des bombes peu après son arrivée en Allemagne. Il ne fut jamais réparé, condamné à la rouille. Il finit comme navire de blocus à Gdynia. Une fin indigne. Le Scharnhorst eut un destin différent. 26 décembre 1943. La bataille du Cap Nord. Le crépuscule des dieux. Le Scharnhorst tentait d'attaquer un convoi arctique, une dernière mission. Convoi JW-55B, mais cette fois, la Royal Navy attendait, de pied ferme. HMS Duke of York, un cuirassé moderne, avec des canons de 35,6 cm, un adversaire redoutable. Le Scharnhorst n'avait aucune chance. Dans une bataille nocturne, il fut touché, encore et encore. Une punition. À 19h45, il coula, par le fond. Sur 1968 hommes à bord, seuls 36 furent sauvés, 36 sur près de 2000. Un massacre. L'opération de sauvetage fut interrompue, jugée trop dangereuse, trop froide. L'Arctique est impitoyable, trop sombre. L'obscurité engloutit tout. Près de 2000 marins allemands se noyèrent dans l'Arctique glacé. Tout comme les hommes du HMS Glorious 3 ans et demi plus tôt, une ironie tragique. La mer ne prend pas parti. Elle ne prend que des vies. Et maintenant, en 2025, l'Allemagne construit à nouveau des bâtiments de guerre. Un retour en force. Rheinmetall a racheté Naval Vessels Lürssen, 2100 employés, un géant industriel. Environ 1000 navires construits et livrés. Frégates, corvettes, chasseurs de mines, navires de ravitaillement, une armada moderne. La Bundeswehr commande de nouvelles frégates F-127, avec une défense antimissile contre les missiles balistiques, une capacité inédite. Pour la première fois dans l'histoire de la marine allemande, une révolution technologique. Nouveaux sous-marins de type 212 CD. 6 exemplaires, en coopération avec la Norvège. Un partenariat stratégique. La marine allemande se réarme, pas avec des cuirassés comme le Scharnhorst. Ce temps est révolu. Mais avec des systèmes modernes, avec la technologie, avec la précision. Les temps ont changé, mais la leçon demeure. Une marine peut changer le cours de l'histoire. Un pouvoir immense. Le Scharnhorst et le Gneisenau immobilisèrent des milliers de marins britanniques. Ils coulèrent plus de 100 000 tonnes de navires. Ils tuèrent des milliers d'hommes. Et ils montrèrent que même la marine la plus puissante du monde était vulnérable. Une fragilité insoupçonnée. Aujourd'hui, la Royal Navy n'est que l'ombre d'elle-même. 20 navires de combat principaux, une force réduite, aucun porte-avions en état de combattre, une lacune grave. La marine allemande, 65 navires, et en croissance, une puissance montante. L'histoire ne se répète pas. Mais elle rime. La leçon du Scharnhorst est simple. La qualité l'emporte sur la quantité. L'initiative l'emporte sur la réaction. La peur est une arme puissante. Les bâtiments de guerre allemands ne coulèrent pas seulement des navires, ils coulèrent le moral de toute une flotte. Un coup dur, ils obligèrent l'ennemi à gaspiller ses ressources. Un piège, ils contrôlèrent l'Atlantique sans le posséder. Une domination subtile, c'était la guerre navale allemande. Pas parfaite, pas invincible, mais efficace, très efficace. Mais laissez-moi vous en dire plus sur le Scharnhorst, car ce navire était unique. La classe Scharnhorst était une solution de compromis. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne n'avait plus le droit de construire des cuirassés. Le traité de Versailles l'interdisait. Alors, les Allemands ont construit autre chose. Officiellement, des croiseurs lourds. Officieusement, des cuirassés déguisés. Le Scharnhorst et le Gneisenau furent classifiés comme navires de ligne blindés. Mais ils étaient bien plus que ça. 38 900 tonnes de déplacement, 234 mètres de long, 31 nœuds de vitesse maximale. Ce n'était pas un croiseur, c'était un cuirassé à part entière. Seul l'armement était plus faible que celui des autres cuirassés. 9 canons de 28 cm,
au lieu des 38 ou 40 cm habituels. Mais c'était intentionnel. Les canons plus petits étaient plus rapides. Ils pouvaient tirer plus d'obus par minute, et ils étaient assez précis pour toucher à grande distance. Le tir réussi sur le HMS Glorious depuis 24 km de distance le prouva. L'un des tirs les plus longs de l'histoire de la guerre navale. Et voici une chose que la plupart des gens ignorent. Le Scharnhorst possédait un radar. Le radar SeaTac, l'un des premiers radars embarqués au monde. Il pouvait détecter des navires jusqu'à 25 km de distance, la nuit. Par brouillard, par tempête, le Scharnhorst pouvait voir ce que les autres navires ne pouvaient pas voir. C'était un avantage énorme, surtout lors des attaques de convois. Les Allemands pouvaient repérer leur proie avant que les Britanniques ne sachent ce qui se passait. Mais le radar avait aussi ses limites. Lors de la bataille du Cap Nord, le radar britannique était meilleur. Le HMS Duke of York pouvait suivre le Scharnhorst, même lorsqu'il tentait de s'échapper. Les Allemands furent surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que les Britanniques les trouvent dans l'obscurité. Ce fut leur arrêt de mort. Permettez-moi de vous parler des hommes à bord du Scharnhorst. 1968 marins, officiers, sous-officiers, matelots. Beaucoup d'entre eux étaient jeunes. Certains n'avaient que 17 ou 18 ans. Ils s'étaient portés volontaires pour la marine, pour l'Allemagne, pour un navire qu'ils pensaient invincible, le 26 décembre 1943. Ils naviguèrent vers l'Arctique. Il faisait un froid glacial, moins 30 degrés, l'eau ne gèle pas à ces températures. Mais un homme ne survit que quelques minutes dedans. Le Scharnhorst attaqua le convoi J255B. Mais les Britanniques étaient préparés. Ils avaient intercepté les communications radio allemandes. Ils savaient que le Scharnhorst allait venir. Et ils avaient préparé un piège. Le HMS Duke of York, un cuirassé de classe King George V, 35 000 tonnes. 10 canons de 35,6 cm, accompagnés de croiseurs et de destroyers. La bataille commença à midi. Le Scharnhorst attaqua d'abord les croiseurs britanniques, HMS Belfast, Norfolk et Sheffield. Il réalisa plusieurs tirs réussis. Mais ensuite, le Duke of York apparut. Le Scharnhorst tenta de s'échapper. Il était plus rapide que le Duke of York. Normalement, il aurait pu s'échapper. Mais une munition de 35,6 cm toucha sa salle des machines. La vitesse diminua. De 30 nœuds à 22, puis à 10, les destroyers l'encerclèrent comme des requins. Ils lancèrent leurs torpilles, 11 impacts. Le Scharnhorst était condamné. À 19h45, il chavira et sombra dans les eaux glaciales de l'Arctique. 1932 hommes périrent, congelés, noyés. Dans l'obscurité, 36 furent sauvés. La plupart étaient déjà inconscients lorsqu'on les sortit de l'eau. Le capitaine Zursee Fritz Hintz ne figurait pas parmi les survivants. Il sombra avec son navire. Comme le voulait la tradition, le Scharnhorst repose aujourd'hui au fond de la mer, à environ 300 mètres de profondeur, au nord du Cap Nord. Une tombe de guerre pour près de 2000 hommes, oubliés du monde, mais pas de l'histoire. Et maintenant, 80 ans plus tard, l'Allemagne reconstruit une marine, pas aussi grande qu'avant, pas aussi agressive, mais existante. Les nouvelles frégates F-127 seront les navires les plus modernes que l'Allemagne ait jamais construits. Défense antimissile contre les missiles balistiques. Même le Scharnhorst n'en était pas capable. Les nouveaux sous-marins de type 212 CD seront les plus silencieux du monde, indétectables pour les sonars ennemis. Même la force sous-marine allemande de la Seconde Guerre mondiale n'en était pas capable. Les temps ont changé. La technologie a changé. Mais les principes fondamentaux restent les mêmes. Une petite marine de haute qualité peut semer la peur dans une flotte plus importante. 2 cuirassés retinrent toute la Royal Navy. Aujourd'hui, 2 sous-marins pourraient faire de même. C'est la leçon du Scharnhorst.
Et c'est une leçon qui redeviendra pertinente en 2025. Armin Paperger, PDG de Rheinmetall, a déclaré « Une ère de réarmement en Europe a commencé ». Il a raison. La seule question est « Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir ?» L'Allemagne se réarme, la Bundeswehr se renforce, la marine reçoit de nouveaux navires, mais contre qui? La réponse officielle, la Russie. Et c'est probablement vrai. La Russie a envahi l'Ukraine. La Russie menace la mer Baltique. La Russie est un danger réel. Mais l'histoire nous enseigne. Les marines qui sont construites finissent par être utilisées. Les navires qui sont mis à l'eau finissent par se battre. Les armes qui sont fabriquées finissent par être tirées. C'était le cas en 1941, et ce ne sera pas différent en 2030. Le Scharnhorst a été construit pour couler des navires marchands. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Les nouvelles frégates allemandes sont construites pour protéger les convois. Devront-elles le faire? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais une chose est sûre. L'histoire du Scharnhorst n'est pas terminée. Elle se répète, sous une autre forme. Avec d'autres armes, mais avec la même logique, la force crée des opportunités, les opportunités créent des tentations, et les tentations créent des conflits. C'est la vérité dérangeante, la vérité qui ne figure dans aucun manuel d'histoire, la vérité que nous avons oubliée, mais que nous ne devrions pas oublier. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous apporte les histoires qui ne figurent dans aucun manuel scolaire. Les vérités qui sont dérangeantes. Les leçons que nous avons oubliées. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'histoire du Bismarck. Comment un seul navire a semé la panique dans toute la Royal Navy. Comment 19 navires de guerre ont été mobilisés pour traquer un seul cuirassé allemand. Et comment la chasse s'est terminée. Avec la mort de plus de 2000 hommes. Des deux côtés. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Inscrivez-le dans les commentaires. Saviez-vous l'histoire du HMS Glorious? Saviez-vous que le Scharnhorst a envoyé par le fond 22 bâtiments? Saviez-vous que des marins britanniques ont refusé d'escorter des convois? Je lis chaque commentaire, car ces histoires méritent d'être entendues. Les victimes oubliées, les faits tus, les vérités qui dérangent. À bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant de partir, laissez-moi vous confier d'autres détails. Des détails que vous ne trouverez dans aucun livre d'histoire. Des détails sur la technique, sur la tactique, sur les hommes. Le Scharnhorst avait une particularité qui le distinguait des autres cuirassés. Ses chaudières, 12 chaudières Wagner à haute pression. Elles produisaient de la vapeur à 58 bars et 450 degrés Celsius. C'était révolutionnaire pour l'époque. Ces chaudières actionnaient 3 turbines à vapeur. Ensemble, elles développaient 160 000 chevaux vapeur. C'était plus que n'importe quel autre cuirassé au monde par tonne de déplacement. Le Scharnhorst n'était pas seulement rapide, il était le plus rapide. Lors des essais en mer, il a atteint 31,5 nœuds, soit plus de 58 km par heure. Aucun cuirassé britannique ne pouvait rivaliser. Même les plus modernes, comme le King George V, n'atteignaient que 28 nœuds. Cet avantage de vitesse était décisif. Il permettait la tactique du toucher et s'enfuir. Les Allemands appelaient ça Zupacken und Abhauen, attaquer, envoyer par le fond, disparaître, avant que l'escorte ne puisse réagir, avant que des renforts ne puissent arriver, avant que quiconque ne sache ce qui s'était passé. C'était l'essence de l'opération Berlin, mais la vitesse avait son prix. Les chaudières étaient fragiles. Elles nécessitaient un entretien constant. Elles s'usaient rapidement. Lors de missions prolongées, le Scharnhorst devait régulièrement retourner au port. Cela limitait ses possibilités d'engagement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas retourné dans l'Atlantique après le passage de la Manche. Les chaudières étaient à bout.
Elle nécessitait une révision complète, et cette révision n'a jamais été achevée. Laissez-moi également vous parler de l'armement. Les 9 canons de 28 cm étaient disposés en 3 tourelles triples, 2 à l'avant, une à l'arrière. Chaque canon pouvait tirer un obus de 330 kg à 40 km. 3 salves pouvaient être tirées par minute, soit 27 obus par minute. En comparaison, le HMS Nelson britannique, avec ses canons de 40,6 cm, ne pouvait tirer que 2 salves par minute. Le Scharnhorst tirait donc plus d'obus. Des obus plus petits, certes, mais plus nombreux. Et lors de la chasse aux navires marchands, cela n'avait aucune importance. Un impact de 28 cm détruisait un navire marchand aussi efficacement qu'un impact de 40 cm. L'armement secondaire se composait de 12 canons de 15 cm. Ils étaient destinés au combat rapproché, pour la lutte contre les destroyers et les croiseurs légers. Lors du naufrage du HMS Glorious, ils ont été utilisés pour combattre les destroyers Ardent et Acasta. De plus, le Scharnhorst disposait de 14 canons anti-aériens de 10,5 cm et de 16 canons anti-aériens de 3,7 cm, plus 20 canons mitrailleurs de 2 cm. C'était une puissance de feu considérable contre les avions. Et elle a été mise à contribution lors des bombardements à Brest, lors du passage de la Manche, lors de la bataille du Cap Nord. La Royal Air Force a tenté à plusieurs reprises de couler le Scharnhorst. Ils ont largué des centaines de bombes, des torpilles, des mines, mais la défense anti-aérienne était trop forte. Seuls quelques coups ont été encaissés, et aucun n'a été mortel, jusqu'à la fin. Laissez-moi vous parler d'un homme qui a servi à bord du Scharnhorst, Gabin Dubois, un marin originaire de Marseille, 19 ans. Il a participé à l'opération Berlin. Il a vu 22 navires être envoyés par le fond. Il a entendu les explosions. Il a vu les flammes. Il a vu les hommes dans l'eau. Après la guerre, il a écrit ses mémoires. « Nous ne célébrions pas », écrivait-il. « Nous savions que des hommes mouraient. Des hommes comme nous, des marins, des êtres humains. Nous faisions notre devoir. Mais ce n'était pas une victoire, c'était la guerre. Gabin Dubois a survécu à la guerre. Il n'était pas à bord lorsque le Scharnhorst a coulé. Il avait déjà été muté. Sur un autre navire, il est mort en 1987 à Marseille. Un vieil homme avec de vieux souvenirs, d'une époque qu'il n'a jamais pu oublier. Sa petite-fille a publié ses écrits en 2018. Ils montrent une autre facette de la guerre, la facette humaine, la facette que nous oublions souvent. Les hommes des deux camps n'étaient pas des monstres, c'étaient des marins. Ils ont fait ce qu'on leur a ordonné. Ils se sont battus pour leur pays, et beaucoup d'entre eux sont morts. 1519 sur le Glorious, l'Ardent et l'Acasta. 1932 sur le Scharnhorst, soit plus de 3400 morts, rien qu'à cause de ces deux navires. La mer ne prend pas parti, elle ne fait que prendre des vies. Et maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose, quelque chose que très peu de gens savent. Le Scharnhorst a été retrouvé en 2000. Une expédition norvégienne a découvert l'épave, à 290 mètres de profondeur, 70 km au nord du Cap Nord. Le navire repose à l'envers, la quille pointant vers le haut. Il a dû chavirer avant de couler. Les images montrent d'énormes destructions, des trous géants dans la coque, causés par des impacts de torpilles, par des obus. Le navire a été littéralement déchiré. Il est difficile d'imaginer que quiconque ait survécu, et pourtant, il y a eu 36 survivants. 36 hommes qui ont été sortis des eaux glaciales. Ils ont raconté plus tard les dernières minutes. La panique, le chaos, les cris, le froid. Un survivant, Émile Leclerc, à ne pas confondre avec Gabin Dubois, a déclaré « L'eau était tellement froide que j'ai arrêté de sentir. Je ne savais plus où étaient mes bras. Je ne savais plus où étaient mes jambes. Je dérivais simplement. Et j'attendais la mort. Elle n'est pas venue. À la place, un destroyer britannique est arrivé.
le HMS Scorpion. Ils l'ont sauvé, et 35 autres. Les Britanniques les ont bien traités. Ils leur ont donné des vêtements chauds, des boissons chaudes, des soins médicaux. Ils étaient des ennemis, mais ils étaient aussi des marins, et les marins aident les autres marins. C'est la loi non écrite de la mer. La loi que le Scharnhorst et le Gneisenau avaient enfreinte avec le HMS Glorious. Ils n'ont sauvé aucun survivant. Ils ont simplement continué leur route. Cela ne leur a jamais été pardonné. Même si beaucoup affirment que c'était tactiquement justifié, les navires allemands étaient endommagés. Le Scharnhorst avait essuyé un impact de torpille. Il fallait regagner le port aussi vite que possible. Sauver les survivants aurait pris des heures. Des heures durant lesquelles la Royal Navy aurait pu rattraper son retard. Tactiquement, la décision était la bonne. Humainement, ce fut une catastrophe. 900 marins dérivaient dans l'eau glaciale, et aucun navire allemand n'est venu les secourir. Seulement 40 survécurent. L'histoire se souvient de ces choses-là. Et elle ne pardonne pas. Aujourd'hui, en 2025, la Deutsche Marine est une marine différente, une autre. C'est une marine de défense, pas une flotte d'attaque. Ces navires sont conçus pour des missions de paix, pour la protection des convois, pour des interventions en cas de crise, pas pour la guerre commerciale, pas pour des attaques contre des navires civils. Les temps ont changé. Le droit international a évolué. La morale a évolué. Mais la technologie est la même. En mieux, les nouveaux sous-marins allemands sont plus silencieux que les U-Boot de la Seconde Guerre mondiale. Les nouveaux missiles sont plus précis que les obus du Scharnhorst. Les nouveaux capteurs sont plus performants que le radar SeaTac. Ce que 2 cuirassés pouvaient faire en 1941, 2 sous-marins peuvent le faire mieux aujourd'hui. Plus vite, plus efficacement, plus mortellement. C'est la réalité inconfortable. Une réalité dont personne ne parle. Rheinmetall construit des bâtiments de guerre. ThyssenKrupp construit des sous-marins. La Bundeswehr se réarme. Ce sont des armes de défense, disent-ils, pour la protection de nos alliés, pour l'OTAN, pour l'Europe. Peut-être est-ce vrai, probablement même, mais le Scharnhorst était aussi un navire de défense. Officiellement, il était censé protéger les côtes allemandes. Et puis, il a coulé 22 navires marchands alliés. Les armes n'ont pas de morale. Elles font ce que les gens leur ordonnent de faire. Et les gens changent, les gouvernements changent, les situations changent. C'est la leçon de l'histoire. La leçon que nous n'avons toujours pas apprise 80 ans après le Scharnhorst. Mais assez de philosophie. Permettez-moi de terminer par une réflexion. Le Scharnhorst était un navire, de l'acier et du fer, des machines et des armes. Mais c'était aussi plus que cela. C'était un symbole. Un symbole du génie allemand, de l'esprit combatif allemand, de la supériorité allemande en mer. Pour les Britanniques, c'était un cauchemar. Pour les Allemands, c'était une fierté. Pour les hommes qui ont servi à son bord, c'était un foyer. Et pour les 1932 hommes qui sont morts avec lui, c'est devenu une tombe froide au fond de l'Arctique, non visitée, invisible, inoubliée. Le Scharnhorst repose là-bas, dans l'obscurité, dans le silence. Avec ses morts, et il y restera, pour toujours, un mémorial pour la guerre, un mémorial pour l'absurdité, un mémorial pour le passé, et un avertissement pour l'avenir, car la prochaine guerre arrive. Elle arrive toujours. La question est seulement de savoir si nous aurons tiré les leçons de l'histoire ou si nous allons répéter les mêmes erreurs. Je ne sais pas, mais je sais une chose. Le Scharnhorst attend, au fond de la mer, comme un témoin muette, de ce qui fut et de ce qui pourrait advenir. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et restez vigilants. À la prochaine fois.